Il m'écrivait. Il me disait les larges panoramas, comme les surfaces rapprochées, et les détails cartographiés, comme les vues grandes ouvertes sur les villes. Il me disait les silhouettes de dos face à l'océan, des individus qui regardent la mer, tournés vers la baie, vers la plage, qui posent leurs yeux sur la ligne de l'horizon. Ce mystère des pensées qui les hantent, à cet instant précis. Comme il me disait les sans-abri, les clochards, ces démunis qui mendient ou qui somnolent, qui ne bougent plus et restent là, démunis aussi devant tout ce temps si long qu'ils possèdent et qui s'échappent entre les doigts de leurs mains tendues. Il me disait également ces instants d'abandon, voyages oniriques intérieurs, moments d'oubli dans des songes qui n'appartiennent qu'à ces gens-là, à ces pratiquants d'une sieste qui ne savent même pas qu'ils ont été pris en photo. Comme il me disait aussi, en mouvement, en attente, en intérieur, en extérieur, tous ces gens qui travaillent et qui se trouvent là dans un quotidien professionnel, une normalité de travailleurs qui n'a absolument rien d'extraordinaire à leurs propres yeux, mais qui le renvoyait, lui, à sa propre vacuité éphémère de voyageur, celle de n'avoir rien d'autre à faire que de les figer ainsi, dans leur exotique banalité. Il me disait tout cela et bien d'autres choses encore. Ces fumées qui s'échappent, qui montent du sol et s'évaporent plus haut dans l'air. Ces gens dans des voitures, dans des automobiles à l'arrêt, comme en mouvement. Et ces cigarettes que l'on allume et que l'on fume, ce geste que l'on retrouve partout, attirant, insouciant, cinématographique. Ces lieux étranges, quasi irréels. Et ces entrées de parking où garer son inconscient. Il m'avait écrit « Un voyage commence par des visions ovales, des ovalies à multiples vitrages, comme des yeux globuleux à épais carreaux. Mais parfois aussi des carrés, comme des polaroïdes de l'aéronautique. Des hublots au départ, dans l'appréhension du décollage et du possible crash en plein air, le saut fatal en plein vol, ou des hublots à l'arrivée, dans le soulagement du retour à la terre, des roues sur le tarmac, heureux d'être en vie, heureux de faire ses premiers pas dans un nouveau pays. L'étape suivante était donc l'aéroport, le lieu international par excellence, l'espace tentaculaire où se croisaient des milliers de gens chaque jour. Et l'étape intermédiaire avait bien sûr été ce que l'on nomme le plus bel endroit de la Terre. Sur place, il y avait donc lui et son petit appareil photo, assez narcissique pour ne pas oublier de se figer dans les innombrables reflets que la modernité nous offre à chaque instant. Portrait de l'artiste en voyageur, en ombre, de face, en déformé, ce qui lui permettrait jusqu'à la fin, disait-il, de vérifier celui qu'il avait été et qu'il ne serait plus jamais. Il y avait ces lieux de transit qui jalonnent les voyages, aéroports donc, mais aussi gares ferroviaires, gares routières, salles d'attente, puis le mouvement, ces tramways qui sillonnent les veines de la ville, ces trains que l'on emprunte, ces yeux et ces mains qui s'approchent des fenêtres, ces bus qui brinque-ballant nous conduisent dans d'autres villes, d'autres campagnes, ces scooters qui foncent dans la lueur jaunâtre du crépuscule, ces ferries qui prennent leur temps, qui nous permettent de sentir l'immensité de la mer autour de soi et nous accordent cette suspension temporelle, ce ralentissement du temps, pour rejoindre la péninsule d'Izu ou l'autre rive de Calcutta, ou pour changer de pays comme il l'avait fait, en arrivant en Corée du Sud, à Busan.
qu'il était un voyageur citadin. Il ne le soupçonnait pas au départ, et rapidement il en avait fait le constat. Les détours dans les campagnes ne duraient jamais bien longtemps. Et il revenait en ville galvanisé, stimulé par l'effervescence qu'il retrouvait alors. Cette énergie de la grande cité en marche, les multiples cascades sonores, le mouvement, le rythme accéléré, vitalisé, et toutes ces scènes potentielles partout à attraper au vol. Ces individus dans la foule à prendre sur le vif, circulant dans l'immense labyrinthe de la zone urbaine, se cognant parfois contre les parois d'un décor presque sans fin. Il me disait ces statues, ces silhouettes inanimées qu'il incorporait à son cadre. Comme il me disait les images réfléchies, ces corps qui se dédoublent, ces scènes frontales qui incluent aussi les coulisses, ces devants qui nous montrent aussi leur derrière. Il s'était d'ailleurs découvert un goût pour les arrière-cours, terrains vagues de Bangkok, ruelles trop petites de Pékin ou de Taipei, qui ne mènent qu'à des impasses, canaux pollués de Phnom Penh ou canaux pollués de la capitale Thaï, vieilles maisons délabrées de Shizuoka, anciennes boutiques ou garages démodés qui ne servent plus. Il avait parfois l'impression de reconstituer le cours de la vie humaine par la photographie. Avant de la redescendre aussitôt, en quelques bonds, en quelques déclics, sautant allègrement les générations, les décennies et les rites du temps qui passent. Il me disait également photographier ces moments d'intimité entre deux personnes, un petit sumo et son père, une future coiffeuse et sa mère, ou un grand-père et son jeune adepte en ouïes instantanées. Tous ces gestes tendres, ces douceurs affectueuses qui n'ont pas de frontières, qui n'ont pas de temporalité, et qui font un bien fou quand on a la chance de les apercevoir, et le temps de les capturer dans la carte mémoire de notre appareil. Il s'attachait aussi à fixer les marques de l'amour chez les autres. Il ressentait du plaisir devant l'expression concrète du sentiment amoureux, les mains jointes, les baisers fougueux, les yeux qui s'aimantent, les couples de longue durée. Le bonheur visible d'être deux était un état qu'il adorait saisir dans son cadre. Il m'avait enfin raconté ses amitiés, ces rencontres qui débouchaient sur une relation assez durable qu'on pouvait alors se qualifier d'amis. Il m'assurait avoir fantasmé dans son enfance sur le fait d'avoir des amis dans une contrée étrangère. Le réaliser dans le monde réel avait été pour lui la précieuse concrétisation d'un rêve de gosse. Il avait compris alors qu'il s'était mis à voyager en grande partie pour accéder à cela, à la mise en œuvre de cette rêverie ancienne. Cette rêverie dans laquelle il se voyait devenir l'ami de gens qui ne lui ressemblaient pas. Il imaginait parfois à quoi ressemblaient ces villes, leurs artères, leurs architectures, et ces gens, leurs allures, leurs regards. Avant la modernité universelle, avant la mondialisation, avant l'explosion de la démographie, avant les grands échanges, la rapidité des déplacements et la circulation des informations, il savait qu'il s'agissait d'une illusion, mais il ne pouvait pas s'empêcher parfois de regretter de ne pas avoir voyagé dans une époque plus lointaine. Des traces de sa propre culture se superposaient donc avec celles qu'il découvrait pas à pas, rue après rue. Des rémanences de son propre monde, de son propre univers personnel, avec ses œuvres, ses grands artistes, ses iconographies. L'étrangeté familière qu'ils procurent quand on croise leurs titres, leurs visages, leur influence. Des collègues de voyage étaient régulièrement croisés. Des doubles de lui-même, des copies individuelles qui venaient briser l'illusion tenace de se croire seul avec les habitants du pays que l'on traverse. C'est plus tard, de retour chez lui, devant ses silences prolongés, ses yeux perdus dans le vague, face à mon air interrogateur, qu'il m'avait avoué ne pas être tout à fait revenu. Certains quartiers et les odeurs de cuisine qui s'en échappaient le rapatriaient mentalement dans les rues où il avait erré. Dans ses saveurs, ses couleurs, qui
s'était incrusté sur lui, en lui, si profondément qu'une partie de lui-même s'y trouvait encore, me disait-il, et ne parvenait pas à s'en extraire. Et là-bas, toujours en fin de journée, ces crépuscules, qui ne sont jamais tout à fait les mêmes, mais qui ne sont jamais différents pour autant, semblables et toujours étranges, étonnants, éblouissants. Ce beau ciel qui finit par se dorer, s'oranger, rougir, se couvrir fugacement de ses nuées mauves, puis violettes, avant de s'épaissir de son bleu sombre. Ici ou là-bas, il reste ce moment où la réalité extérieure devient magique, féerique, et continue soir après soir de nous surprendre par le tour que le soleil nous joue, celui de peindre le monde avec d'autres couleurs, celui de lui redonner un éclat que le jour lui avait ôté. Il me disait tout cela et bien d'autres choses encore. Ces gens suspendus dans les airs, ces acrobates de la vie urbaine, ceux dont le travail ne tient qu'à un fil, et ceux qui, d'en bas, les regardent, victimes consentantes de la gravité, ou qui regardent au-delà peut-être. Ces faisceaux lumineux qui jaillissent, ces fenêtres de lumière qui vous englobent soudainement, les halos solaires qui transfigurent le galbe des corps. Les femmes enfin, ces femmes aux ombrelles, aux longues jambes, aux fines cigarettes, aux regards si sérieux, aux verres de champagne, au ventre arrondi, dans l'élégance des sorties entre amis, en uniforme dans la douceur du printemps, dans l'attente du prochain bus, du rendez-vous galant. Ces femmes ailées, ces femmes gaietés, ces femmes mystères enfin, qui passent dans le drapé flou de leurs couleurs vives. Il y avait eu ces interactions que la vue de l'appareil photo avait fait naître. Ces jeux, ces traits d'humour, ces singeries spontanées. Il y avait eu ces envies de réagir, de prendre une pause, de trouver une forme de parade face à l'intrusion de l'étranger. Il y avait eu ces gestes, ces rires, ces mimiques. La photographie de rue avait aussi ce pouvoir. Non pas nécessairement pour le visuel qui en résultait, mais pour ce moment précis, pour l'instant que cela avait créé, cet allumage gestuel qui avait électrisé le cours banal des choses et parasité la retenue que la vie en société impose souvent au corps. Et il y avait eu au final tous ces regards, ces yeux qui s'étaient posés vers son objectif, ces pupilles qui s'étaient plantées dans l'œil de son appareil, ces iris qui étaient venus se coller à son viseur, toutes ces expressions, tout ce qu'elles recèlent de cet infime instant de contact entre eux et lui, tout ce qu'elles exprimaient alors, et tout ce qu'elles disent encore aujourd'hui, et pour demain, à chaque fois qu'on les regarderait. Ça n'avait duré qu'une simple seconde, le temps d'un seul regard, et pourtant toutes ces escales visuelles avaient encore une vie, celle d'être ranimées pour toujours, par tous ceux qui poseraient leurs propres yeux dans les leurs, essence première du voyage et de la photographie.